Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame et des prairies, amis de la charcuterie apéritive et du fromage affiné. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Un podcast qui inaugure encore une fois une nouvelle rubrique, j'ai nommé la Gazette. La Gazette, c'est quoi ? Eh bien, c'est une émission d'actualité. C'est une émission où nous allons parler des dernières news. Alors, je ne pensais pas faire une émission dédiée à l'actualité, tout simplement parce que je pensais à ces auditeurs qui prennent le train en marche et se retrouvent éventuellement avec beaucoup d'émissions à rattraper. Et clairement, écouter des news qui datent d'il y a 1 an et demi, ça n'intéresse personne. Mais cependant, l'envie m'en a pris quand même. Donc je ne vais pas vous proposer une émission, par exemple, hebdomadaire, où nous allons détailler les dernières news. Il y a des millions de chaînes qui font cela bien mieux que moi. Moi, je vais vous proposer à peu près, on va dire, des espèces de rétrospectives qui couvriront plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vois bien ça paraître à un rythme soit mensuel, soit bimensuel, voire trimestriel. À vrai dire, ça dépend de ce qu'il y a à couvrir. Des news, Warhammer, le petit monde de Warhammer nous en propose à la pelle. Donc, on va jamais suivre ça d'une manière frénétique. On va plutôt justement prendre le recul nécessaire pour analyser les dernières actualités de Games Workshop. Et donc pour cette première émission, nous allons couvrir tout simplement la période estivale. Qu'est-ce qui nous a été proposé durant l'été ? Du moins si l'été a existé, parce qu'on n'en a pas trop vu la couleur ni l'indice UV, on va pas se mentir. Et vous allez me dire pourquoi la Gazette ? La Gazette, c'est tout simplement un grand classique de la ruralité. Moi, dans mon petit village, tous les 2 mois, on reçoit la Gazette du village. Donc, une Gazette imprimée complètement à l'arrache par la secrétaire de la mairie, avec une mise en page qui a été réalisée par le club du 3e âge, de la maison de retraite. Bref, une Gazette rurale où nous apprenons les dernières news du conseil municipal. Pourquoi tel ou tel arbre a été coupé, comment se déroulent les opérations pour sauver la cantine de l'école du village, la rénovation du clocher, etc., etc. Donc, la petite Gazette, moi, c'est toujours un grand moment. Je reçois ma Gazette du village, je suis là avec mon verre de pif et mes pantoufles, je suis heureux comme tout. On va essayer de faire de ce rendez-vous podcast quelque chose à peu près dans le même esprit. Donc, la Gazette, c'est parti. Quelles ont été les actualités de l'été côté Games Workshop ? Déjà, la sortie du codex Blood Angel. Donc, naturellement, vous me connaissez, un codex dont nous allons parler probablement de long et en large dans une prochaine émission. Ce codex Blood Angel, malgré tout le mal que j'ai pu dire des sorties en figurines, le codex, quant à lui, il est vraiment top. C'est un excellent codex en termes de règles. Il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont fait du très bon boulot. Cependant, donc j'y reviendrai, je pense, dans cette émission dédiée, on note quand même la volonté de Games Workshop de lisser l'esthétique globale du jeu. Du moins, en tout cas, celle des Space Marines. Franchement, à la première lecture du codex, ceux qui tapent le plus dans l'œil, ce sont les visuels, c'est-à-dire les photos d'armée. Et une photo d'armée Blood Angel en 2024, on va pas se mentir, selon Games Workshop, c'est un peu la tristesse. Vous avez tout simplement une longue liste d'intercessors, soit peints en rouge, soit peints en noir. Et à vrai dire, il n'y a pas grand-chose de plus. On perd vraiment tout ce qui a trait à l'ornement, à l'apparat. Il y a de moins en moins de doré dans les armées et les seuls trucs vraiment dorés que vous ayez à vous mettre sous la main, c'est cette garde sanguinienne absolument ignoble. Donc, on en reparlera, ça. Il y a pas mal de choses à dire sur ce codex Blood Angel, mais néanmoins, si on en reste du côté des règles et du gameplay, c'est une réussite vraiment totale et j'ai très hâte de vous en parler. Là, je suis en pleine frénésie de list building, je n'arrête pas. Les 3 détachements sont tellement cool et tellement jouables qu'on a envie de tout essayer avec des listes différentes. Bref, le codex BA est sorti, enjoy. En plus, la version collector est très très belle. Voilà.
On y va les gars et je vous en parle très bientôt. Deuxième sortie de l'été, ça a été le Codex Agent de l'Imperium. Donc dans ce domaine, je ne vais pas faire l'expert analyste, tout simplement parce que je l'ai vraiment lu de traviole, je l'ai lu en diagonale. Cette sortie, pour moi, ressemble pas mal à ce qui pourrait être du fan service. C'était que ces bouquins, jadis sortis durant la V6, si mes souvenirs sont bons, avaient plu à tout le monde. Game Workshop s'est tout simplement contenté un peu de réitérer la chose. Alors naturellement, en recyclant un maximum de visuels, un maximum de lore, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de lore, alors que je pense que c'est ce que les fans demandaient le plus. Et du côté, on va dire, règles d'armée, gameplay, etc., ce codex s'inscrit tout à fait en dehors du circuit, on va dire, du jeu dur. C'est un encouragement tout simplement à la liste thématique et pas grand-chose d'autre, mais j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux. Vraiment, ce codex a un peu le cul entre deux chaises. Enfin, non, en vérité, il n'a pas le cul entre deux chaises. Il ignore complètement ce qu'est l'actualité compétitive de Warhammer 40 000 parce qu'il vous propose des choses qui, certes, vont faire corps avec le lore. Hein. Par exemple, vous prenez le détachement lié au libre marchand. Honnêtement, tout y est. On a vraiment de quoi se bâtir une armée là-dessus. Par contre, en termes de règles, on se retrouve avec un peu avec des factions difficilement jouables dans le cadre d'un match-play un peu violent, comme on en trouve souvent désormais. Cette nouvelle manière de jouer, ce codex un peu prend le pari d'aller contre ça. Cependant, eh bien, il reste une bonne mine d'informations et une bonne mine d'idées pour bâtir des armées impériales très thématiques. On peut imaginer des factions avec un maximum d'art-vitesse qui se déplaceraient en chimère, par exemple. On a de quoi faire vraiment des suites inquisitoriales très touffues et le nouveau système d'alliés ouvre vraiment les perspectives de jeu. Et donc, moi, pour ma part, je vais quelque part me contenter de ça. J'ai envie de jouer de l'art-vitesse, des suites inquisitoriales et des sœurs de bataille. J'ai envie de jouer ça avec mes armées terminées. Donc que ce soit Ravenguard, Blood Angel ou Custodes, nul doute que je vais ajouter pas mal de petites unités annexes pour varier les plaisirs en termes de peinture et de gameplay. Donc au programme, il y aura de l'Arbites Custo que je viens de terminer de peindre. Il y aura également de la sœur de bataille Custo. Et ensuite, concernant les Blood Angel, je ne sais pas encore trop quoi rajouter, mais en tout cas, on a l'embarras du choix. Donc ce codex agent de l'Hyperium, peut-être que j'en parlerai plus en détail dans une prochaine émission, mais en attendant, eh bien, c'est un bien beau bouquin. C'est un bouquin qui donne de l'idée et c'est un bouquin, franchement, qui s'adresse majoritairement aux jeux narratifs, aux jeux casu et pourquoi pas au board-in action. On en reparlera plus tard. En tout cas, sortie quand même assez sympathique, une petite sortie estivale qui ne va pas bousculer ni la méta, ni les règles, ni rien du tout, et quelque part, eh bien, ça fait quand même du bien. Alors, ensuite, attaquons ce qui est probablement l'actualité la plus importante. Ou pas. Ça a été lors du Nova Open machin truc, là je ne sais même pas ce que c'est que ce truc, c'est un salon il me semble. Warhammer 40 000 nous a sorti sa roadmap. Alors la roadmap, ils nous ont habitués à ça depuis quelques années, c'est tout simplement le planning à venir des différentes sorties. Et là, ce roadmap Warhammer 40 000, il ressemblait quand même à un gros troll. C'était que cette grosse news allait être finalement l'absence de news. Pour 2024, par exemple, la news à venir, c'était les Blood Angel. Et c'est tout ce qu'on aura en 2024. Plus rien durant le reste de l'année. Et ensuite, sur 2025, eh bien, ils allaient nous sortir la garde impériale, les Eldar et les Zika. Et c'est tout. Donc, ils nous annoncent une absence de news pour la suite de l'année 2024 et un volume de news très contenu pour l'année d'après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été commenté en long et en large. Moi, je vais y aller de ma petite analyse personnelle que pas grand monde n'a soulevée, je pense. Pourquoi cette absence de news à Warhammer 40 000? Alors, est-ce que c'est pour laisser de la place aux autres jeux? Là, durant l'été, ça a été quand même Age of Sigmar qui a mené la danse. On a pas mal de nouveautés aussi qui arrivent, Kill Team, Board in Action, etc. Old World également. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Warhammer 40 000? Est-ce que c'est pour laisser de la place
aux autres jeux, ou alors, et là c'est quelque chose de plus personnel, on a deux options. Soit on part sur une version plus longue, et donc une version plus longue bien veut dire des factions disséminées dans le temps, enfin en tout cas un rythme de parution des codex beaucoup plus sage, ou alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura des factions oubliées durant cette V10? Alors ça, peu de monde a tendance à le croire, mais en tout cas les gars, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu, moult fois d'ailleurs, des factions qui ont travaillé toute une version du jeu sans nouveau codex. Pour prendre un exemple qui est le plus personnel et le plus récent possible, moi j'ai traversé toute la V9 avec un codex Ravengard V8. Alors certes, il était sorti en fin de V8, mais n'empêche que les règles Ravengard n'avaient pas été actualisées durant toute la V9. Donc il y a ces deux options possibles. Soit les factions oubliées, et à vrai dire, le oublié, on va le mettre entre guillemets, parce qu'en fait, quelle que soit votre faction, vous avez toujours un index. Et pour certaines factions, à vrai dire, cet index est largement suffisant. Prenons le cas des Drukhari qui ont eu le droit à 2 détachements en version index. Rien n'indique qu'ils ne puissent traverser la V10 entière avec cet index. Ils sont tout à fait jouables. Alors certes, des possibilités de gameplay plus limitées, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Nombre d'entre vous ont connu des factions, et bien parfois même iconiques comme la Garde impériale, qui ont traversé une version entière sans sortie codex. Donc, à mon sens, il y a ces deux options-là. Soit une version plus longue avec un rythme de parution bien plus tranquille, et j'ai envie de dire, moi, c'est cette option-là qui me plaît le plus. Soit un rythme d'édition du jeu qui reste inchangé, c'est-à-dire 3 ans de durée de vie de la V10, mais donc 3 ans au sein duquel eh bien, certaines factions ne connaîtraient pas la sortie du nouveau codex, qui attendront donc la V11. Donc il y a un peu deux options possibles face à cette roadmap complètement dépouillée. Moi j'ai envie de dire, la version plus longue, c'est l'option que j'aurais tendance à préférer. J'aimerais beaucoup que Warhammer 40 000 lève le pied tout simplement en termes de rythme de parution. Franchement, si on pouvait connaître une V10 qui durait par exemple 5 ans, avec des sorties de codex très disséminées, je n'aurais que du bien à en dire. On arrêterait un peu cette hystérie collective, cette hystérie qui pousse à l'achat compulsif, à l'accumulation de figurines non peintes, et tout simplement qui paume en cours de route tous les casuals qui ont bien du mal à suivre le rythme de parution de règles et de codex. Donc il y a vraiment deux options possibles, et moi j'ai envie de dire c'est celle-là que je préférais, parce que 3 ans de version de jeu, c'est à vrai dire bien trop court. Et si j'en reviens à des temps jadis où les versions de Warhammer 40 000 étaient beaucoup plus longues, et la plus longue d'entre elles, ça a été la V3. Eh bien, une version plus longue permet également de jeter son dévolu sur des plus petits jeux. Si j'en reviens à la V3 a duré tellement de temps que pour ma part, j'y avais trouvé le temps d'aller gambader du côté de Gorka Morka, Necromunda ou Inquisitor. Tout simplement, ces versions de jeux plus longues nous permettaient parfois de nous dire « Ah putain, bah là, au bout de 3 ans et demi de V3, j'ai quand même un peu fait le tour de mes Blood Angel et de mes Eldar. Je vais peut-être aller fouiner du côté des autres jeux, des petits, entre guillemets, jeux. » Et là, on trouvait tout le temps nécessaire à monter, par exemple, une petite bande inquisitoriale ou un petit gang pour Necromunda et d'aller jouer à un jeu différent. C'était des jeux qui demandaient peu d'investissement, qui demandaient assez peu de peinture. C'était généralement des jeux d'escarmouche. Et à vrai dire, dans un écosystème avec un jeu principal qui prend son temps, on a nous aussi le temps d'aller voir du côté des petits jeux. Et donc ça, avec un Warhammer 40 000 qui dure 3 ans, franchement, moi, en V9, je n'ai trouvé aucune parenthèse, on va dire, temporelle pour aller voir, par exemple, du côté de Kill Team. Et bien là, non content d'avoir des éditions de jeux très courtes, donc 3 ans pour Warhammer 40 000, on se rend compte que Kill Team, c'est pareil, parce qu'ils viennent de nous annoncer une nouvelle version du jeu. Donc Warhammer 40 000, c'est 3 ans.
Et Kill Team, eh ben, c'est 3 ans aussi. Alors, durant la V9, moi, honnêtement, je n'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre, et je crois que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Mais voilà, on a tout simplement pas le temps. À la sortie de Kill Team dans son édition précédente, donc qui était la V2, la boîte, honnêtement, tout le monde s'est jeté dessus, tout simplement parce que c'était une merveille, hein. L'Hades Corp of Krieg face au commando orc dans une boîte de toute beauté avec des décors orc génial. Honnêtement, cette boîte, je crois que tout le monde l'a achetée, mais cependant, qui a vraiment pris la peine de jouer à Kill Team? Eh bien, peu de gens en vérité, hein, et là, on se rend compte que on n'a même pas eu le temps d'essayer que une nouvelle version sort également. Donc pour les petits jeux, eh bien c'est pareil, c'est en train gentiment de devenir du 3 ans et pas un mois de plus. Donc cette nouvelle version de Kill Team, pour l'instant, les règles, on n'en sait pas grand-chose. On a juste eu la boîte, finalement. On a eu un visuel de la boîte. Et cette boîte, c'est encore un énorme succès, hein. On trouve un nouveau kit de Tempestus. Ils sont superbes. Et là, franchement, dès que j'ai vu les images du Tempestus, je me suis dit, ah ouais, putain, une toute petite armée de ça. Par exemple, une liste Tempestus à 1000 points. Oh là là, ça doit avoir de la gueule. On y retrouve quelque part cette volonté de faire quelque chose de beaucoup plus technologique que la garde impériale classique. On rejoint un peu l'esprit des kits, un peu aux dimensions force spéciale, comme les Kazerkin. Franchement, ces nouveaux Tempestus, ils sont mortels. Je pense que le kit Kill Team, comme la plupart des kits Kill Team d'ailleurs, vous offrira une modularité à toute épreuve. On en parlera bientôt des kits Kill Team qui sont d'une qualité complètement dingue. Celui-là, à mon avis, ne dérogera pas à la règle. Et en face, on trouve les Vespides Tau. Donc les Vespides, cette espèce xéno qui a été un peu ralliée au Tau. Franchement, là encore, des figurines superbes qui ajouteront pas mal de variétés dans vos listes Tau. Je pense qu'on reste vraiment dans l'esprit Tau tout en s'aventurant un peu vers d'autres horizons. Donc, 2 très belles figurines pour cette nouvelle édition de Kill Team, ça ne fait aucun doute. Cependant, est-ce que ce sera au niveau concernant les règles ? Parce que la V2 de Kill Team, les avis sont assez unanimes en la matière. C'était assez bizarre. Donc moi, je ne suis pas expert en Kill Team. Franchement, durant la V2, j'ai dû faire 3 ou 4 parties, ce à quoi je n'ai même pas donné suite. Il y avait une espèce de paradoxe dans les règles Kill Team, c'est que vous aviez un noyau de règles le plus clair du monde et le plus simple du monde. Honnêtement, le noyau de règles de Kill Team, il doit tenir sur une vingtaine, voire trentaine de pages. On n'est pas du tout sur de la règle touffue façon 40 000, on est sur un noyau de règles très très simple. Cependant, ce noyau de règles, il avait du mal à s'incarner sur table parce qu'on était sans arrêt confronté à des problèmes du même ordre, des problèmes de clarification, notamment en ce qui concernait le couvert, les bonus de couvert, ou alors on faisait face quand même à pas mal de questions sur, par exemple, l'activation alternée. Donc, Kill Team est un jeu de réaction. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bonhommes, voilà, vous avez 5 bonhommes chacun. Moi, j'active un bonhomme, j'ai fini. À ton tour maintenant d'activer un bonhomme. On était vraiment sur des phases de jeu très très courtes. Et quand on lit les règles, ça paraît limpide. Et quand on y joue, on fait face sans arrêt aux mêmes interrogations et des interrogations auxquelles le livre de règles a bien du mal à répondre. Et moi, je me rappelle à l'époque, il a fallu quand même pas mal écumer les facs et les forums pour trouver des réponses. Donc, malgré un système de jeu très clair, au final, le jeu ne l'était pas vraiment et je pense que la plupart de ceux qui ont mis le pied dans Kill Team s'en sont rendus compte. Donc, prenons le pari que cette V3 va corriger ces petits défauts. D'ailleurs, ils ont abandonné déjà ce système de mouvement en mode PlayStation là. Qu'est-ce qui nous avait foutu à l'époque avec ça ? C'est que voilà, tout le monde joue en pouce depuis la nuit des temps et là ils te sortent un nouveau système de mouvement qui tirait au don de ses ou probablement de mon cul et voilà, tu te déplaces avec des triangles, des ronds, des croix et des carrés. Personne n'a compris le pourquoi du comment de ce truc-là. Ça complexifiait inutilement le truc, alors qu'à mon avis, ça a été fait pour rendre le jeu plus simple. Donc un gros fiasco de ce côté-là. En tout cas, voilà, la nouvelle version de Kill Team va sortir.
Warhammer 40 000 lui fait de la place, donc est-ce que les gens vont vraiment s'y mettre? Moi, honnêtement, si Warhammer 40 000 dure encore une fois 3 ans, il est fort à parier que Kill Team ne sera joué par personne. Moi, c'est simple, hein, dans mon entourage, qu'il soit proche ou lointain, donc qu'il soit voilà, mes potes de Wargame ou tout simplement le petit monde associatif, je n'ai connu personne ou presque qui n'ait pris le temps de jouer à Kill Team. Donc là, avec des durées de vie de jeu de 3 ans, à mon sens, c'est absolument injouable. Et c'est bien dommage parce que faire une petite Kill Team, c'est un projet modélisme sympa, c'est un projet peinture rapide, ça ne vous prendra jamais plus de 2 semaines et quelque part, c'est bien dommage qu'on ne trouve pas le temps de s'y mettre. Là, ça va être tout simplement une question de volonté, je pense. Mais en tout cas, voilà, la V3 de Kill Team arrive bientôt. Donc on en parlera sans doute plus en détail dans une prochaine émission. Cependant, cette sortie de Kill Team se fait un peu simultanément avec le nouveau système de boarding action. Donc ce système qui est finalement un autre jeu Warhammer 40 000 tout en restant dans Warhammer 40 000. Et donc ce livre, je ne l'ai pas pour l'instant, mais pas plus tard qu'hier, eh bien, j'ai regardé le petit débat des VIOC sur 40K Wargamers TV, animé par Phil et Xavier de la Minute Warp. Et les mecs, ils m'ont saucé un maximum. Ça a été une review, eh bien, tout simplement du bouquin qui vient de sortir, un gros bouquin de 300 pages. Ce boarding action en V10 a l'air tout simplement exceptionnel. En vous proposant une quantité de scénarios, mais vraiment dingue, qui met beaucoup l'accent sur le jeu narratif. Et à vrai dire, même si on n'aspire pas à jouer narratif, ces simples petits scénarios le sont à 2000%. Ils couvrent à peu près tous les scénarios possibles dès lors qu'il s'agisse d'aborder un vaisseau ennemi. C'est vraiment riche comme l'enfer et c'est extrêmement prometteur. Car ils ont réadapté pas mal de règles. Et moi, par exemple, en V9, ce qui ne me plaisait pas trop, c'était le système d'ouverture d'écoutille. Ils l'ont simplifié, ils l'ont rendu beaucoup plus sympa. Donc très bien, il y a des petites améliorations notables. Et surtout, eh bien, quelle que soit la faction que vous allez choisir, ce nouveau boarding action va vous proposer plusieurs détachements originaux. Donc vous allez jouer voilà, avec les datasheets de votre codex, etc. Mais cependant, vous allez oublier les détachements de ce codex. Le nouveau livre Boarding Action va vous en proposer des nouveaux. Et donc des détachements qui seront hautement simplifiés, avec très peu d'améliorations, de stratagèmes ou que sais-je, et qui vont donner une nouvelle dimension à vos armées. Par exemple, il y a des petits détachements spécial Phobos en Space Marine. C'est riche comme l'enfer. Chaque armée a plusieurs détachements et tous ces détachements sont profondément thématiques. Et là, franchement, à la review du bouquin, j'ai dit, mais attends, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Quelque part, Boarding Action est un Warhammer 40 000, mais qui lève le pied, en fait. Le jeu, de manière naturelle, est moins létal. La course à l'optimisation dans ce jeu se montrera profondément inutile. Ça ne servira à rien de jouer les méta-chasers dans Boarding Action. Une liste thématique suffira largement pour passer un bon moment sans jamais être ridicule. Donc c'est Warhammer 40 000, mais avec un gros coup de frein en termes de létalité et en termes de règles, tout en encourageant, à travers le système de détachement dédié, des constructions de listes vraiment mignonnes comme tout. Et ça, à vrai dire, c'est tellement tout ce qui me plaît que j'ai bien envie de mettre la main à la pâte et pourquoi pas du coup se construire la petite table qui va avec. Donc Boarding Action en termes d'investissement, c'est le gros livre et le terrain. Donc le gros livre à 50 balles, le petit tapis néoprène à 50 balles, il y en a un très chouette chez Torek Accessories d'ailleurs, et naturellement le petit set de décors qui est désormais regroupé dans une grosse boîte. Donc c'est une grosse boîte qui regroupe, il me semble, toutes les précédentes sorties Kill Team qui vous proposaient des décors Boarding Action. Donc là, cette seule grosse boîte vous permettra de construire tous les types de scénarios différents. Et des scénarios, il y en a vraiment
un putain de paquet. Bref, en tout cas, ce nouveau Boarding Action, sans même l'avoir lu, je suis complètement saucé. Ce truc me semble extrêmement prometteur et je compte peut-être m'y mettre, on va voir, on va en discuter. C'est un projet modélisme assez raisonnable, les décors je pense que ça se peint quand même relativement vite, il y a moyen peut-être de faire le truc en une semaine. Après faut voir, si je veux magnétiser tous les éléments, ça représente quand même pas mal de boulot je pense. Donc voilà, je pense que c'est la news principale de cette émission, c'est le retour de Boarding Action et qui a l'air vraiment très 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 bien. Donc on va en parler je pense sur le Discord, ça commence à s'agiter à ce sujet. Si la petite communauté rurale est en marche, si tout le monde se met à faire des petits décors et des petites listes de 500 points en Boarding Action, je pense vraiment que je vais m'y mettre et recevoir les gens, et bien pourquoi pas, pour des petits scénarios narratifs. Et dans ce bouquin, il y a même une campagne qui vous est proposée, une campagne en 8 scénarios, donc qui prend place sur le Rock, sur le vaisseau amiral des Dark Angels, mais qui, à vrai dire, peut s'adapter à n'importe quelle faction. C'est tout simplement une campagne de bataille entre vaisseaux que vous allez pouvoir jouer avec les factions de votre choix, et c'est une campagne clé en main. Il n'y a qu'à suivre le guide, et donc ça me sauce de manière maximale. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est complètement excitant. Bref, je pense avoir fait le tour des petites actualités estivales. On note quand même également un petit jeu dont personne ne parle jamais, mais qui est toujours aussi actif. Eh bien, c'est l'Horus Heresy. L'Horus Heresy, c'est simple, à chaque nouvelle sortie, c'est une grosse baffe. Au printemps, ils nous ont fait une Solar Auxilia de toute beauté. Eh bien là, ils nous ont sorti du Mechanicum de toute beauté également. La nouvelle gamme Mechanicum côté Horus Heresy est absolument magnifique et a de quoi faire bien des jaloux dans le petit cercle 40K, du coup qui se fait un peu ringardiser sa gamme de figues. C'est assez cruel. En tout cas, l'Horus Heresy, malgré son retrait évident médiatique et également associatif, parce que moi c'est simple, je connais très très peu de gens qui jouent à ça, mais en tout cas le jeu est toujours aussi actif. Donc il nous annonce la résurgence des hérésies Thursday, donc c'est-à-dire que tous les jeudis vous allez avoir des news en termes de figurines à Horus Heresy, comme au bon vieux temps. En tout cas, ce jeu, il est toujours aussi actif, et si on devait faire la rétrospective depuis la sortie de Age of Darkness, c'est-à-dire cette nouvelle grosse boîte, une énorme boîte d'ailleurs, si on devait faire la rétrospective de toutes les nouveautés Horus Heresy, eh bien il y a énormément à en dire, et ce jeu est assez pourri gâté en termes de sortie, et il nous annonce que ça va continuer à être le cas. Donc franchement, c'est toujours aussi cool. Le futur pour Horus Heresy, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être par exemple la ressortie des Custodes avec des kits plastiques, depuis le temps qu'on les attend, c'est-à-dire que toutes les entrées par exemple Forge World pourraient ressortir en plastique, tel que ça a été le cas par exemple pour certains blindés de la garde impériale qui, voilà, jusqu'à maintenant c'était du gros Forge World. Ils se sont mis à nous les faire en kit plastique, comme par exemple le Malcador, ce gros blindé. Bref, l'Horus Heresy continue son petit bonhomme de chemin, tant et si bien que là aussi, ça commence à faire envie. Et pour fournir une réponse assez claire à tous les déçus de Warhammer 40 000, donc qui sont déçus par l'orientation méta du jeu, qui sont déçus par le rythme de parution complètement frénétique. En gros, si vous en avez marre de 40K, eh bien la réponse peut très bien être Horus Heresy. Horus Heresy, c'est un jeu qui est sorti avec un livre de règles très très bien fichu, donc on est un peu sur un remake de la V7 de 40K. En tout cas, ces règles, vous les avez sous la main, et depuis, eh bien, plus rien. Il n'y a pas eu de data slate, il y a eu très très peu de petites facs, il n'y a pas eu de grosses modifications de règles. Donc l'Horus Heresy, quelque part, c'est revenir à un 40K complètement apaisé. Donc franchement, pour ceux qui en ont marre de 40K, eh bien, la réponse se trouve peut-être 10 millénaires plus tôt. Et pourquoi pas un jour, l'Horus Heresy, c'est un projet qui peut être quand même très très sympa. Se faire une petite légion d'Iron Warriors, par exemple, ah là là, ça vend pas mal du rêve.
Bon, eh bien, la Gazette, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, on est sur des sujets d'émission beaucoup plus légers qui ne demandent pas vraiment de préparation de ma part, et tant mieux. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, cette petite rétrospective des news estivales. Vous me direz à quel rythme vous voyez le truc paraître. Est-ce que je fais ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois, peu importe. Ici, on couvre une période d'à peu près 2 mois et je trouve qu'il y avait bien assez à en dire. Voilà, c'était le premier numéro de la Gazette Rurale. Et pour conclure, je vais vous parler un petit peu du podcast quand même. Quelles sont les news côté podcast? Eh bien, le podcast, il va plutôt bien. Il a franchi quand même le cap des 20 000 écoutes. Il a même été premier des écoutes sur Apple Podcast pendant quelques jours, devançant Arte et France Inter. Tiens, prenez ça. Bref, le podcast suit son petit bonhomme de chemin. Les émissions estivales ont été quand même de gros morceaux. On a eu pas mal d'émissions en duo. Je pense qu'elles vous ont plu pour la plupart. Et également, le passage médiatique chez d'autres gens lui a fait beaucoup de bien à ce petit podcast. Donc, si vous les auriez loupés, je suis passé chez Thibaut Claudel et son podcast Land Rider dans sa petite rubrique Raconte-moi Warhammer. Et donc là, c'était une émission dédiée au petit exercice du hobby façon Brother Maxou. Donc un grand merci encore à Thibaut pour cette petite émission. Le match retour est pour bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis passé chez Land Rider, je suis également passé sur YouTube chez la Theta Wargame, donc chez la chaîne de l'ami Loïc, donc cette fois en vidéo, où je vous propose une petite présentation de ma collection de figurines. Donc je vous fais voir mes figues, on parle un peu du lore, du modélisme, de la peinture. C'était tout à fait sympa, on a passé une très bonne journée avec l'ami Loïc, barbecue, apéro, etc. Petite émission, c'était tout à fait adorable. Donc encore une fois, un grand merci à lui. Et si vous l'avez loupé, ça se passe sur la chaîne YouTube de Theta Wargame. J'ai également reçu récemment le petit youtubeur gluant du Warp, alias Nono le Nurgling, pour une petite collaboration youtubeur-podcaster. C'était très sympa. Là encore, il y aura bien entendu un match retour. Bref, le podcast continue son petit bonhomme de chemin, et au sein de ce petit bonhomme de chemin, je vous commence à vous proposer des petits goodies. Donc on a fait des t-shirts, les t-shirts Ruralhammer, donc vous pouvez les voir sur la page Instagram, donc Ruralhammer ou Brother Maxou Painting. Vous les retrouverez également sur le Discord Ruralhammer. Donc ce Discord, il est accessible via le Smart Link Ruralhammer. Vous tapez dans Google Smart Link Ruralhammer, vous tomberez dessus. Il y a le petit icône Discord. Je sais qu'il y a pas mal de gens ont du mal à le trouver, ce Discord. Faites un effort, les mecs, c'est quand même pas si compliqué. Bref, j'ai fait des t-shirts. Ils sont tout à fait stylés. Ils sont de très bonne qualité. Donc, c'est pas du Vistaprint de merde fait en Chine. C'est du t-shirt de bonne qualité avec une impression qui est faite dans un petit atelier de couture, de broderie et d'impression dans le village à côté de chez moi. Donc voilà, là on est en mode rural, circuit court, bonne qualité. Donc ces t-shirts vous sont proposés à 20 balles, donc 20 euros. C'est un prix sur lequel je ne gagne absolument rien. Donc je tenais à vous le préciser, c'est pas fait pour gagner de l'argent, ça, c'est fait pour tout simplement représenter la ruralité. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. On veut des gars en tournoi avec des t-shirts Ruralhammer. Donc si vous voulez un t-shirt, ça se passe bien en privé. Trouvez-moi quelque part, ça peut être sur YouTube ou sur Insta, avec un petit message privé, vous aurez un t-shirt joli comme tout. Il y a également eu la salopette de Wargaming. Alors cette salopette de Wargaming, je pense que le monde du Wargame n'était pas prêt pour autant de puissance, parce que là on parle vraiment d'un accessoire mais ultime. Il y a la petite poche pour les dés, il y a le petit porte-binouze, il y a la petite pochette pour mettre son maître ruban. Bref, c'est l'accessoire ultime de Wargame. Cependant, cette salopette, elle n'est pas en vente. Alors, du moins, elle ne l'est pas encore, parce que je pense qu'on parle de quelque chose de tout simplement invendable. Tout est fait à la main, y compris le patronage, le tissu
tissu, c'est du denim de la plus haute qualité. Le niveau de finition est ouf, hein. Il y a vraiment plein de petites coutures, plein de petits accessoires, donc que ce soit les boucles ou les boutons, tout est d'une qualité terrible. Et ça, en fait, si on devait la vendre, donc ça, c'est ma petite dame hein, qui s'en occupe, c'est la chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles. Elle fait ça très bien, c'est magnifique. Mais le truc, c'est ça peut paraître assez invendable tant la qualité est sans compromis. Néanmoins, on y réfléchit, on est en train d'en parler. Est-ce qu'elle sera proposée à la vente un de ces jours? Eh bien, pourquoi pas? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse quelque part le petit cahier des charges. Donc voilà, les goodies, vous avez accès aux t-shirts, ça c'est quand vous voulez en message privé les mecs. Et la salopette, eh bien, on en reparlera plus tard. En tout cas, ces goodies, ces premiers goodies, ce sont sans doute les premiers d'une longue liste à venir. On peut imaginer plein de choses, hein. Pourquoi pas des dés, pourquoi pas un mètre ruban, pourquoi pas plein de choses. Des t-shirts, je vais en faire d'autres. Il y aura une version avec manches longues. Il y aura aussi, pourquoi pas, un sweat à capuche. Voilà, vous en faites pas. Je vais vous rhabiller pour la collection automne-hiver, les mecs. Voilà. La Gazette, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur les réseaux, retrouvez-moi sur Insta et sur Discord. Abonnez-vous, faites tourner la sainte parole, adoptez la ruralité, adoptez le jeu narratif, adoptez la rural way of life. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Gazette et, eh bien, portez-vous bien les mecs, portez-vous bien, bonne peinture, bonne lecture et bon jeu. Ciao.